Hello les Illustros et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série du podcast Enfants du cinéma. Pourquoi cet épisode est hors série ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que mon collègue Taopol, avec qui j'enregistre tous les autres épisodes, ne pouvait pas être présent pour enregistrer celui-ci. En réalité, on a d'ailleurs déjà annoncé cela, il n'y aura qu'un seul épisode Enfants du cinéma où nous serons à deux durant ce mois d'octobre, durant ce mois d'Halloween. Et cet épisode sortira le 31 octobre. En attendant cet épisode, qui sera d'ailleurs assez spécial, je vous retrouverai chaque dimanche pour un épisode hors série, donc d'Enfants du cinéma. Ces épisodes hors série n'étaient pas prévus de base, mais on s'est dit tous les deux, on vient de revenir en septembre, seulement pour 2 épisodes, ça serait quand même bête, un petit peu dommage, de n'offrir qu'un seul épisode durant le mois d'octobre, puis de revenir à la formule habituelle durant le mois de novembre. Donc voilà, vous aurez un épisode hors série chaque dimanche, en plus de l'épisode spécial Halloween avec notre cher King Tao. Avant de parler du film du jour, je tiens à vous rappeler que si ce concept, si ce podcast vous plaît, eh bien il existe de nombreux autres épisodes qui sont tous disponibles sur la chaîne sous forme de playlist. Je vais vous mettre la playlist dans la description. Aussi, si cet épisode, si ce podcast vous plaît, eh bien n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager ou encore à vous abonner à la chaîne. Généralement, pour ce qui est de la formule habituelle, Enfants du cinéma, c'est moi, c'est King Tao et c'est chaque dimanche à 18h. On revient sur un film du passé ou un film du présent et des fois même on fait des mash-ups de films. Je me souviens qu'on avait fait un épisode où en un épisode on avait parlé du Comte de Monte Cristo, de Kinds of Kindness ou encore de A Quiet Place, Day One. Bon, c'est bon, t'as fini là ? Bah quoi, qu'est-ce qui se passe ? Bah comment te dire, les gens en ont rien à foutre de ta présentation, ok ? Ils veulent entendre parler du film, donc parle du film. Bah non, je pense que la présentation elle est importante et... Ok, mais là c'est trop long, donc parle du film. Ok, c'est bon, ça va, j'ai compris. Mais de toute manière, maintenant, il y a les chapitres, donc les personnes peuvent choisir la section qui les intéresse le plus, non ? Ah oui. Mince, j'avais complètement oublié, mais c'est vrai. Bon, allez, c'est parti pour parler de Salem Slot, une nouvelle adaptation cinématographique d'un roman de Stephen King. Salem's Lot est donc une nouvelle adaptation cinématographique d'un roman de Stephen King. Le roman en question est sorti en 1977 et s'intitule par chez nous Salem, alors qu'en version originale, il s'intitule évidemment Salem's Lot. Ce qu'il faut savoir en préambule, c'est que ce roman a été adapté maintes et maintes fois au cinéma. La première fois, c'était dans un téléfilm de Tobe Hooper qui est la personne ayant réalisé Massacre à la tronçonneuse 2 ou encore Poltergeist premier du nom. Cette version dure 3 heures et 4 minutes, elle est sortie en 1979. Ensuite, en 1987, nous avons eu Les Enfants de Salem, réalisé par Larry Cohen, et cette fois-ci, ça a duré moins de temps. Ça a duré 1h43. Ensuite, en 2004, nous avons eu la dernière adaptation cinématographique, entre guillemets, de Salem. Pourquoi je mets cinématographique entre guillemets ? Parce qu'il s'agissait, cette fois-ci, d'une série. Une série TNT, avec des épisodes qui duraient 1h05, comportant seulement une saison. Vous l'avez donc très bien compris, l'histoire contée par Stephen King sur cette fameuse petite ville a séduit tout style de narration. Après, si on doit continuer sur le chemin de la séduction, il faut parler d'à quel point Stephen King et ses écrits ont immensément séduit le médium cinématographique au fil des années. Grand nombre d'auteurs se sont attelés à la tâche assez ardue d'adapter les histoires de Stephen King au cinéma ou à la télé. Je ne compte même plus le nombre d'adaptations de romans de Stephen King qu'il y a eu au cinéma ou à la télé. C'est assez insane. Ne serait-ce que pour Salem's Lot, vous venez de l'entendre, il y a eu 4 adaptations pour un bouquin. Stephen King, au-delà d'être l'un des écrivains contemporains les plus lus, c'est également l'un des écrivains contemporains les plus adaptés. Ne serait-ce que Shining,
qui a été adapté plusieurs fois, notamment par Stanley Kubrick, avec son film cultissime, mais également en série. On peut parler également de ça, ou It in English, le roman culte de Stephen King se centrant sur Pennywise le clown, qui a été adapté une première fois dans un téléfilm de Tommy Lee Wallace sorti en 1990, encore un téléfilm qui durait plus de 3 heures. Cette histoire a été une nouvelle fois adaptée en 2017 dans un premier film de Andy Muschietti et en 2019 dans un deuxième film toujours par Andy Muschietti. Et cette histoire de Pennywise le clown n'a pas fini d'être adaptée puisque l'année prochaine nous aurons une série HBO Max intitulée Welcome to Derry. Derry, la ville où se situent les événements de ça, ou de It in English. Qu'est-ce que ce nom est compliqué. Il y a eu également plusieurs adaptations du roman Carrie, plusieurs adaptations du roman Cimetière. Je viens de compter toutes les adaptations cinématographiques qu'il y avait eu des romans de Stephen King, et il y en a 55. Il y en a 2 autres qui arrivent prochainement. Mais attendez, c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure parce que déjà, je n'ai pas compté les adaptations en série ou les adaptations en téléfilm. Mais c'est pas la meilleure, surtout parce que en moins de 5 ans, donc depuis 2019, il y a eu 9 adaptations de romans de Stephen King. Stephen King et ses écrits qui, en 5 ans, ont séduit grand nombre de médias, parce que en plus du fait qu'il y ait eu 9 adaptations en 5 ans de ses romans, parmi ces 9 adaptations, il y a eu des adaptations qui sont sorties au cinéma, des adaptations qui sont sorties sur Netflix, des adaptations qui sont sorties sur HBO Max. Ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que Stephen King et ses histoires sont ultra lucratifs. Dans un deuxième temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces histoires permettent aux auteurs qui les adaptent à l'écran de s'exprimer, de tenter énormément de choses en termes de mise en scène, tellement les histoires de Stephen King regorgent de détails, regorgent de tentatives folles. Donc, adapter les histoires de Stephen King au cinéma ou à la télé, c'est gagnant-gagnant. Gagnant pour les studios, gagnant pour les auteurs, mais gagnant également pour le public, car les histoires de Stephen King attirent, et les histoires de Stephen King sont tellement loin d'être insipides que aucun film adapté d'histoire de Stephen King est réellement insipide. Il y en a qui sont pas bons, mais ils sont jamais insipides. Et donc, en octobre 2024, débarque sur nos écrans une nouvelle adaptation de Salem's Lot, réalisée par Gary Dauberman. Gary Dauberman, qui n'avait jusqu'alors réalisé qu'un seul long métrage, à savoir le 3e volet de la trilogie Annabelle pour le Conjuringverse, Annabelle, la maison du mal, sorti en 2019. Mais au-delà d'être un jeune réalisateur, c'est également un producteur et un scénariste, puisqu'il a scénarisé les 3 volets de la trilogie Annabelle, mais il a également scénarisé les 2 volets Ça, ou It in English. Il a produit et scénarisé le premier volet de La Nonne, toujours pour le Conjuringverse. Il a produit La malédiction de la Dame Blanche, toujours pour le Conjuringverse. Et il a produit La Nonne 2, toujours pour le Conjuringverse. Et je suis partagé sur la qualité de son travail, puisque je fais partie de ceux ayant beaucoup aimé Ça, premier volet. J'avais beaucoup aimé le scénario et les personnages notamment, mais je fais également partie de ceux qui trouvent qu'il a quand même participé à tuer la qualité du Conjuringverse, tellement le premier film Annabelle est insipide, tellement le 3e film Annabelle est insipide, et tellement les 2 films La Nonne, j'en parle même pas, c'est quoi ces trucs, sans déconner. Après, Annabelle 2 est sympa. Voilà, je le dis, Annabelle 2 fait partie des rares bons films du Conjuringverse qui ne sont pas des films Conjuring. Mais donc, étant extrêmement partagé sur la qualité de son travail, quand j'ai vu que Salem's Lot allait arriver, j'étais forcément intrigué, parce que c'est une adaptation d'un roman de Stephen King, et que, je dois l'avouer, je n'ai pas vu les autres adaptations de ce roman, mais j'étais forcément inquiet également. Déjà parce que voilà, je suis partagé sur le travail de Gary Dauberman, mais également parce que le film allait sortir directement sur une plateforme, et je trouvais ça étrange, puisque c'est quand même l'adaptation d'un roman de Stephen King qui a gagné un statut assez culte. J'avais comme cette fâcheuse impression que le studio Option 1 voulait se débarrasser du long métrage, où le studio Option 2 assumait le fait que le long métrage allait être de moindre qualité, et donc il n'en valait pas la peine de le sortir au cinéma. Ou
Ou alors, option 3, je me gourre complètement depuis le début. Le studio avait grave confiance en le long métrage et voulait absolument le sortir sur HBO Max pour dire « Hey, regardez, sur HBO Max, on fait de la qualité, donnez-nous des sous, abonnez-vous à HBO Max !» Reste que maintenant, le long métrage est à notre disposition, nous, public. Je l'ai vu, j'ai un avis assez tranché dessus et je vais vous en faire part. Mais juste avant cela, une petite présentation du long métrage s'impose. So why did you come back? I'm here for research. What exactly though are you researching? Le film est donc sorti le 3 octobre 2024, il est réalisé par Gary Doberman, il dure 1h53 et nous retrouvons au casting dans le rôle titre Lewis Pullman qu'on a pu voir dernièrement dans le très sympathique Skincare. Et personnellement je suis toujours choqué quand je le vois dans un film parce qu'à chaque fois je crois que c'est Tom Holland, mais non, mais ils se ressemblent de fou les deux quand même. Nous retrouvons au casting également Mackenzie Leith, Jordan Preston Carter, Alfred Woodard, Bill Camp ou encore John Benjamin Aiki. Et alors, qu'est-ce que ce long métrage nous raconte ? Eh bien tout simplement l'histoire de l'auteur Ben Mears qui retourne dans la ville de son enfance, Jérusalem's Lot, à la recherche d'inspiration pour son prochain livre. Il découvre alors que sa ville natale est la proie d'un vampire assoiffé de sang. There are some folks who've had some kind of unusual experiences. Et alors, qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce que c'est réussi ? Est-ce que c'est complètement foiré ? J'opterais plus pour la deuxième option, malheureusement. Et je vais vous dire, même plus qu'être foiré, c'est un triste constat, ce film. Et je vais expliquer pourquoi. Tout d'abord, je vais commencer par énumérer quelques points positifs, car le film n'en est pas complètement dénué, faut pas déconner non plus. Tout d'abord, je trouve le film en termes de plastique, en termes de visuel, pas déconnant. Il y a des plans qui sont très jolis, que ce soit en termes d'éclairage ou de cadrage, et ça fait plaisir à la rétine. Ce film, qui est donc sorti sur une plateforme de streaming, HBO Max, contraste beaucoup avec certains récents films sortis sur des plateformes de streaming. Ces derniers sont souvent très gris, très terne en termes de visuel, même quand il y est censé y avoir de la couleur est fade. Et là, c'est pas le cas, le film est très coloré, mais en plus d'être très coloré, les couleurs sont assez jolies. Il y a notamment pas mal de teintes bleutées assez désuées que je trouve très appréciables. Très appréciables comme les choix de casting que je trouve très justes. Je trouve que toutes les actrices, tous les acteurs ont des têtes à jouer dans des adaptations de romans de Stephen King. Mais attention, là je parle des choix de casting, je parle pas des prestations des actrices, des acteurs. D'ailleurs, parlons-en. Les prestations des actrices et des acteurs, est-ce qu'elles sont bonnes ? Je peux pas trop vous répondre en fait. Et là va se placer mon premier grief envers le long métrage, c'est que je le trouve profondément mal écrit, que ça soit en termes de développement de l'histoire, mais surtout en termes de développement de personnages. Et je ne comprends pas comment ça a pu arriver, comment les personnages ont pu être autant foirés, quand tu vois à quel point Gary Doberman, pour sa chapitre 1, avait aussi bien construit les personnages du film. Dans sa chapitre 1, au-delà du fait que les personnages possédaient tous un développement assez unique et touchant, eh bien les personnages avaient surtout un développement. Et oui, ils avaient un développement, ce que n'ont pas les personnages de Salem's Lot. Le film, dans un premier temps, va poser ces personnages à l'aide d'archétypes, à l'aide de clichés. Et ça, en soi, pour être tout à fait honnête avec vous, ça ne me dérange pas trop. Ça ne me dérange pas trop si plus tard dans le long métrage, ces archétypes de personnages, ces clichés, tu les transformes, tu les déconstruis, tu les emmènes vers une direction qu'on n'avait pas vu venir. Et là, ce n'est jamais le cas. C'est ultra dommage. Dans un premier temps, on va te poser le personnage principal du long métrage, à savoir Ben Mears, et le personnage va te dire texto: bonjour, je suis un écrivain et je suis en recherche d'inspiration. Me demandez surtout pas pourquoi j'ai fait l'accent, moi-même j'en ai aucune foutue idée. Donc déjà, ça dans un premier temps, c'est un problème, le fait que le personnage te dise quel va être son développement à voix haute, parce que je sais que je dois vous saouler avec ça, mais le cinéma, c'est le show don't tell, montrer et ne pas dire. Et dès le début du long métrage, le long métrage brise ce qui est la règle la plus importante du 7e art. Mais, le plus tragique, c'est ce qui suit, c'est-à-dire rien. Nada. Si tu me dis que ton personnage est en recherche d'inspiration pour son prochain bouquin, je dois le voir dans la suite du film, et ce n'est jamais le cas. Bon, allez, je suis mauvaise langue, il y a une scène où on le voit en recherche d'inspiration, elle est en début de film, elle dure 2 minutes. Mais après, tout le reste du long métrage, tu ne le vois plus jamais chercher son inspiration. Il se balade dans la ville, il boit du café, et voilà, rien de plus. Ton personnage
n'est plus un personnage. Et en fait, cette façon de faussement développer ces personnages va être retrouvable pour tous les autres personnages du long métrage. Les personnages vont être continuellement posés devant la caméra pour te dire comment ils s'appellent, qu'est-ce qu'ils font dans la vie et quels sont leurs rêves, quel va être leur développement. Sauf que leur développement n'a jamais lieu par la suite. Ça devient tous des PNJ. Mais vraiment, c'est ça, c'est des PNJ qui vont être baladés dans l'histoire entre situations stressantes et situations stressantes, mais sans jamais, en plus, que ça ait du sens. Je suis désolé, mais le film est blindé d'incohérences. Alors, c'est peut-être moi qui suis complètement stupide, et ça serait pas étonnant, mais il y a quand même toute une séquence dans le long métrage où un personnage croit qu'il a un vampire chez lui. Ce personnage sait comment se défendre face aux vampires, qu'il faut utiliser la foi, qu'il faut utiliser des croix, qu'il faut utiliser des pieux, voilà. Mais ce personnage souhaite tout de même avoir de l'aide à ses côtés pour combattre ce possible vampire, ce qui est totalement compréhensible. Ce qui est beaucoup moins compréhensible, c'est le choix qu'il fait. Quelle personne va-t-il choisir pour l'aider ? Mise en situation. Vous êtes dans un village, il se passe des choses étranges depuis une semaine, vous accueillez un soir un jeune homme qui a tout l'air d'être un vampire, et dès qu'il va se réveiller, ce vampire risque de vous bouffer tout cru. Mais bon, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous avez vu beaucoup de films, vous avez lu beaucoup de livres concernant les vampires, vous savez que pour vous défendre face aux vampires, il faut la foi. Il faut les croix, il faut les pieux, il faut tout le tralala. Dans un premier temps, vous vous préparez en solo. Dans un deuxième temps, vous avez besoin d'aide, quand même, pour affronter ce fameux vampire. Et donc, qui allez-vous choisir ? Option 1, le prêtre du village, qui s'y connaît en foi, qui représente la foi même, ou option 2, un jeune écrivain débarqué il y a 2 jours dans la ville qui a pratiquement rien dit sur lui. Allez, j'attends. Vous choisissez qui ? Bah devinez quoi, le personnage dans le film, il a choisi l'écrivain. J'ai envie de dire à ce personnage qu'il est un profond trou du cul, parce que même si, ok, le prêtre n'est pas forcément le prêtre idéal dans ce film, bah il représente quand même la foi. Voilà, ça serait un moyen de défense beaucoup plus efficace qu'un écrivain. Ça choque peut-être que moi, mais j'ai vraiment l'impression que si le personnage de l'écrivain est ramené dans cette affaire, c'est juste une manière ultra artificielle d'essayer de donner de l'importance à ce personnage d'écrivain. Surtout que ce personnage, à chaque fois qu'il est ramené dans une situation dans le film, à part à la fin, il ne sert à rien. Il ne fait pas avancer les choses. Il est à la limite de les faire reculer. Pour continuer sur le manque cruel de développement et sur ces terribles incohérences, il y a toute une séquence à la fin du long métrage où un personnage va dire à un autre « Oui, je me barre de cette ville parce que... Mais regarde enfin, cette ville, elle est morte depuis au moins 10 ans !» Et j'ai envie de dire à ce personnage « Ah bon ? Tu m'en diras tant, parce que à aucun moment, durant tout le reste du film, on a l'impression que cette ville est morte. Je veux dire, ils organisent littéralement des drive-in, où il y a un nombre incalculable de voitures et de personnes pour faire des cinémas en plein air. J'appelle pas trop ça une ville morte, hein. Ah, et puis, tiens, on n'est pas à une incohérence près, hein. On te dit, dans un premier temps, que les vampires ne saignent pas, et puis, en fait, par moment, ils saignent. On sait pas pourquoi. En fait, j'ai cette fâcheuse, cette désagréable sensation que Gary Doberman n'en avait rien à foutre du scénario, rien à foutre des personnages. Tout ce qu'il voulait, lui, c'était prouver qu'il était bon en termes de mise en scène. Things have gone bad in the lot now. J'ai l'impression qu'il a créé plein de scénettes avec des possibilités chouettes à la mise en scène, et honnêtement, la mise en scène du long métrage est pas dégueulasse. Il y a de l'idée. Mais ce qu'elle représente, je trouve ça assez détestable. C'est un film qui va passer son temps à faire des références. Et vous le savez, moi je m'intéresse beaucoup au traitement des références au sein des films. Mais ce qui me parle surtout en termes de références, là, en l'occurrence, je parle de références visuelles, c'est la façon dont le ou la metteur en scène va s'approprier ces références pour les digérer et ensuite en sortir un propos nouveau. Et là, les références visuelles qu'utilise Gary Doberman pour Salem's Lot, non seulement ne sont pas digérées, ça se sent, mais en plus de ça, elles sont extrêmement crasses, extrêmement bêtes, parce que au travers de ces références, Gary Doberman
ne fait rien d'autre qu'un énorme coup de pub pour lui-même. Parmi les nombreuses références qu'on peut trouver au sein de ce long métrage, on peut noter une référence au travail de John Carpenter, ou encore une référence très précise au travail de Jack Clayton dans Les Innocents. Également, dans certaines séquences, il m'est impossible de ne pas penser au travail de George Romero, ou au travail de James Wan pour le Conjuringverse, ce qui là, en soi, est pas très étonnant, puisque Gary Doberman a été très actif dans le Conjuringverse. Mais le premier souci, c'est que ces références ne racontent rien de nouveau, elles sont juste placées comme ça, sans aucune raison. Le deuxième souci tient en la répartition de ces références. En fait, Gary Doberman, la plupart du temps, va créer des séquences de 5 minutes, où durant ces 5 minutes, on va avoir 55 références à des travaux d'auteurs différents. Et le souci, c'est que durant le gros du temps de ces séquences, les références sont extrêmement mal dosées, et puis surtout, certaines références ne peuvent pas fonctionner ensemble, tellement certains travaux de certains auteurs sont ultra opposés. Le troisième souci, c'est que ton film finit par ne plus avoir de style propre. C'est que ton film, pour le coup, finit par devenir une adaptation d'un roman de Stephen King assez insipide. Et ça, c'est vraiment frustrant. Enfin, le quatrième et plus gros souci, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est que toutes ces références, la manière dont elles sont utilisées, eh bien, ce n'est qu'une grosse pub de Gary Doberman envers lui-même. Je vais m'expliquer. Cette adaptation de Salem's Lot est en réalité le CV de Gary Doberman, parce qu'il passe son temps, au travers de ses références, à te dire « Ok, donc si vous cherchez quelqu'un pour réaliser un nouveau film du Conjuringverse, regardez, je sais créer un style à la Conjuring, donc engagez-moi. Hey, coucou les studios, si vous souhaitez créer un film qui ressuscite un petit peu le style des films de George Romero, bah regardez, je sais créer une ambiance à la George Romero. Engagez-moi !» Pitié, c'est continuellement ça, et c'est énervant. Le problème n'est pas la mise en scène. Comme je l'ai dit plus haut, la mise en scène est plutôt pas mal. Quand il s'agit de créer une ambiance à la George Romero pour un plan, eh bien l'ambiance est là, l'ambiance fonctionne. Il y a un bon rappel au travail de George Romero. Le problème, comme je l'ai dit, c'est la façon de traiter et la façon de répartir ces références. À ce niveau-là, c'est vraiment catastrophique. Quand je vais voir Salem's Lot, je vais voir un film avec des inspirations, certes, mais digérées, qui permettent au final au long métrage de trouver sa propre voix, de trouver son propre style marquant. Je n'ai pas envie de voir le CV de Gary Doberman qui est en train de supplier les studios de lui donner des boulots. Et bah devine quoi, Coco, s'il donne pas assez de boulot selon toi, c'est peut-être parce que t'es mauvais, tout simplement. Salem's Lot est un gros film de prouveur, mais de prouveur franchement né de la dernière pluie. Pour le coup, lui, il est né de la dernière pluie. Gary Doberman rend ici un travail des plus cyniques, où il s'intéresse faussement au fait d'adapter une des histoires cultes de Stephen King, où il ne s'intéresse même pas du tout à concevoir un scénario et des personnages qui y tiennent la route. Tout ce qu'il souhaite, c'est créer des scénettes rigolotes à l'écriture qui lui permettront des possibilités à la mise en scène pour effectuer sa pub. C'est un bien triste constat que ce Salem's Lot. I've always written stories about things that are so terrible. You'll run away until your brain won't remember. Maintenant, les Illustros, dans cette dernière partie d'épisode, je vais vous conseiller le visionnage de 3 adaptations de romans de Stephen King sorties il y a peu. En premier lieu, je vais fortement vous conseiller le visionnage de l'adaptation du roman Jessie de Stephen King par Mike Flanagan dans un film pour Netflix qui s'intitule, attention mystère, Jessie. Ouais, la chute est décevante. You're all right, man. Everything you need to survive from the beginning. You just have to remember. Back off! If you don't wake up, you're gonna die. Jessie est un long métrage d'épouvante horreur thriller réalisé par Mike Flanagan ou Bebou Mike. J'aime bien l'appeler Bebou Mike parce que Mike Flanagan, pour ceux ou celles qui ne le sauraient pas encore, c'est l'un de mes auteurs préférés. Jessie dure 1h43, il est sorti le 29 septembre 2017 directement sur Netflix et voici ce que le film nous raconte.
Un couple part en week-end dans une maison isolée, mais le séjour prend une tournure dramatique lorsque Gérald décide d'attacher Jessie au lit. Il s'effondre tandis qu'elle est menottée et piégée. Et c'est un film qui a beaucoup divisé, et honnêtement, je comprends pourquoi. Parce que le style de Mike Flanagan, pour ceux ou celles qui ne le sauraient pas, c'est un style extrêmement marqué. Tout d'abord parce que ces films ou ces séries sont extrêmement verbaux. Ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup et ah oui, beaucoup. Mais, ça ne parle pas bêtement comme Salem's Lot. Au contraire, ça parle très intelligemment. Dans les films, dans les séries de Mike Flanagan et donc dans ce Jessie, il va y avoir beaucoup de questions qui vont être soulevées à voix haute, mais ces questions vont se voir offrir des réponses. Par quoi ? Par la mise en scène, donc on est dans du show don't tell efficace. Rajoutons à cela que le film possède un propos des plus compliqués à traiter, mais ce développement de propos ne va jamais se casser la gueule, et c'est en partie dû au talent des comédiennes et des comédiens qui vont réussir à porter tout ce propos sur leurs épaules durant tout le long métrage de la manière la plus impressionnante. Parce que, et ça il faut le souligner également, Mike Flanagan est un auteur qui a toujours laissé une grande place au développement du jeu de ses comédiennes et de ses comédiens. Il y a une réelle passion du jeu chez cet auteur qui personnellement me touche beaucoup. Notamment, dans les films ou les séries de Mike Flanagan, il va toujours y avoir une immense et précise attention sur la voix des comédiennes et des comédiens. Ce sont toujours des voix des plus spéciales et des plus marquantes tellement elles sont bien travaillées. Jessie est également un long métrage qui expérimente beaucoup, mariant théâtre filmé et rendu beaucoup plus cinématographique. Jessie est un film qui vise continuellement juste, que ce soit pour t'émouvoir ou pour t'effrayer, pour te mettre les chocottes puissance 1000. En témoigne la séquence marquante de fin du long métrage dont je ne me suis toujours pas remis. Si vous voulez regarder un film d'épouvante horreur puissant qui en plus de ça ne dure pas longtemps et qui est disponible sur Netflix, eh bien voilà. Vous avez Jessie. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'adaptation cinématographique de la nouvelle 1922 faisant partie du recueil Nuit noire, étoile morte, écrit par Stephen King. I hope there is no God. Because if there is no heaven, 'There's no hell. 1922 est donc une nouvelle adaptation d'une nouvelle de Stephen King, et c'est encore une fois un film Netflix. Mais il faut croire que Netflix et Stephen King, c'est de la qualité. C'est un film réalisé par Zach Hilditch, il dure 1h41, il est sorti le 20 octobre 2017 directement sur Netflix, donc c'est un drame, épouvante horreur, thriller. Et alors qu'est-ce que ça nous raconte ? Eh bien tout simplement ceci. Une série de phénomènes persuade un homme qu'il est hanté par son épouse dont il a commis le meurtre. Je vais passer assez rapidement sur ce long métrage, qu'évidemment j'aime beaucoup, sinon je vous le conseillerais pas. C'est un long métrage qui se veut être un long métrage à ambiance. Le truc, c'est que des films qui se souhaitent être des films à ambiance, il en existe plein, et il en existe plein qui se foirent totalement, surtout parce que là où le metteur en scène n'est pas qualifié pour ce type de long métrage. Et écoutez, Zach Hilditch, faut croire qu'il était qualifié pour ce genre de long métrage, puisque l'ambiance y est assez remarquablement travaillée. Ça va mettre du temps à s'installer, c'est un film qui dure 1h41, mais je vous préviens, il est assez lent. Mais ce n'est jamais désagréable, parce que on sent vraiment cette ambiance malsaine, pesante, même en quelque sorte puante, qui s'installe au fur et à mesure, donc, on est de plus en plus mal à l'aise, de plus en plus inquiet. C'est un film qui est parfait pour Halloween, honnêtement. Je trouve que ce soit au niveau de l'écriture, de l'acting ou encore de la mise en scène, le film arrive à nous donner l'impression qu'il est en réalité une sorte de cadavre qui est en train de pourrir. Vous l'avez donc très bien compris, 1922 est un long métrage à ne pas mettre devant tous les yeux, âme sensible s'abstenir bien entendu. Mais ouais, c'est un film qui se décompose en quelque sorte, mais jamais de manière négative, car ça va toujours
convoquer des idées d'horreur, de cinéma très riches, très malignes. Et enfin, je trouve qu'on sent vraiment les écrits de Stephen King à l'image ou à l'acting. Donc voilà, je vous conseille fortement 1922 qui est disponible sur Netflix. N'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Maintenant, troisième et dernière œuvre cinématographique adaptée d'un roman de Stephen King que je vous conseille, à savoir Dr. Sleep. Where are we going? There's a place. You sure you want to do this? I'm ready. Et qui c'est qu'on retrouve ? C'est Bébou Mike, bien sûr, puisque c'est Mike Flanagan qui s'est chargé de l'adaptation cinématographique de Dr. Sleep. Dr. Sleep, qui est un roman assez particulier puisque c'est la suite de Shining. C'est non seulement la suite de Shining en bouquin, mais c'est également la suite de Shining de Stanley Kubrick, du coup. C'était un pari extrêmement casse-gueule qui est sorti le 30 octobre 2019. Et je me souviens que j'avais découvert le film le jour d'Halloween, il me semble, en Irlande, et je peux vous dire que l'ambiance était géniale parce que Halloween en Irlande, ça n'a rien à voir avec Halloween en France. Vraiment, ils y vont à fond avec Halloween en Irlande. Et alors, Dr. Sleep, ça dure 2h30. Après, il faut savoir qu'il y a également une Director's Cut qui existe, qui dure 3 heures. Si vous achetez le Blu-ray de Dr. Sleep, il me semble que vous avez automatiquement la Director's Cut. Donc c'est cool. Et alors, que nous raconte cette fameuse suite de Shining ? Encore profondément marqué par le traumatisme qu'il a vécu enfant, à l'Overlook Hotel, Danny Torrance a dû se battre pour tenter de trouver un semblant de sérénité. Mais quand il rencontre Abra, courageuse adolescente aux dons extrasensoriels, ses vieux démons ressurgissent. Car la jeune fille, consciente que Danny a les mêmes pouvoirs qu'elle, a besoin de son aide. Elle cherche à lutter contre la redoutable Rose Clake et sa tribu du Nevray qui se nourrissent des dons d'innocents comme elle pour conquérir l'immortalité. Formant une alliance inattendue, Dan et Abra s'engagent dans un combat sans merci contre Rose. Face à l'innocence de la jeune fille et à sa manière d'accepter son don, Danny a d'autres choix que de mobiliser ses propres pouvoirs, même s'il doit affronter ses peurs et réveiller les fantômes du passé. Et globalement, vous prenez tout ce que j'ai dit sur Jessie et vous l'attribuez à Dr. Sleep. Voilà. Bon, je vous rassure, je vais un peu plus développer. Bon, tout d'abord, le film est absolument somptueux visuellement. Il y a un travail de l'ambiance qui est remarquable et on ne s'ennuie pas du tout, car le rythme, que ce soit à l'écriture ou au montage, est excellent. Du moins pour la version cinéma, car je n'ai pas encore vu la Director's Cut. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Mais en fait, moi, ce qui m'impressionne le plus avec ce long métrage, c'est à quel point de base c'était un pari ultra méga casse-gueule, comme je l'ai dit. Et au final, le pari est ultra méga réussi. Faut savoir que c'est donc l'adaptation de Dr. Sleep, qui est la suite du bouquin Shining, une suite qui d'ailleurs n'est pas tant appréciée que ça. Dr. Sleep, le film, se veut être la suite de Shining de Stanley Kubrick, qui lui, pour le coup, est un film extrêmement apprécié, extrêmement culte. Après, extrêmement apprécié, peut-être pas par tout le monde. Oui, parce que je vous ai pas dit, Stephen King déteste l'adaptation de Shining par Kubrick. Donc, Bébou Mike, avec cette adaptation, il avait pour tâche de séduire les personnes qui avaient pas tant accroché que ça au bouquin, il avait pour tâche d'être à la hauteur des attentes par rapport à la qualité de Shining de Stanley Kubrick, et il avait pour tâche de réaliser un film qui plairait à Stephen King. Et vous voulez la meilleure ? C'est que Bébou Mike, ce grand fou, a réussi les 3 tâches haut la main. Le film aurait pu être une créature de Frankenstein ultra nauséabonde, mais ce n'est jamais le cas, tant le récit et la mise en scène avancent avec fluidité. Et vous voulez savoir encore meilleur ? Mike Flanagan a su rendre hommage d'une manière sobre et intelligente au travail de Stanley Kubrick, mais également aux écrits de Stephen King. Mais il a également et surtout réussi à imposer son propre style, et pas en filigrane, non. Comme je l'ai dit, vous prenez tout ce que j'ai dit sur Jessie et vous le mettez sur Dr. Sleep. Rajoutons à cela un propos sur la mort cher à son auteur qui a tendance à me fasciner et à énormément m'émouvoir. Un propos sur la mort qu'on peut retrouver dans certaines de ses séries, comme The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor ou Sermon de minuit. 3 séries qui font partie de mes séries préférées. Si vous aimez l'horreur et si vous aimez le style de Mike Flanagan et que vous n'avez pas encore découvert ces séries, eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? Foncez, c'est disponible sur Netflix et c'est parfait pour la période d'Halloween, tout comme Dr. Sleep, qui est donc un pari réussi haut la main, un film que je me plais à revoir à chaque Halloween, un film qui me passionne, tout simplement. Yes, you run, dear. And then I will find you, and you will scream for years.
donc voilà les Illustros, c'en est tout pour cet épisode hors série d'Enfants du cinéma. J'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter ou encore à le partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Mes réseaux et ceux de King Tao se trouvent en description. N'hésitez pas à aller nous suivre dessus car nous sommes très présents. Je vous le rappelle, Enfants du cinéma, c'est chaque dimanche à 18h. Le 31 octobre, il y aura un épisode avec King Tao, donc de la formule habituelle. Je vous rappelle également que Enfants du cinéma, c'est disponible sur Spotify. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller suivre le podcast. Il y a déjà de nombreux épisodes disponibles. Le dernier en date avec King Tao était centré sur Contact de Robert Zemeckis, un film qui nous a fascinés tous les deux et dont vous voulez absolument vous parler. Il y a également un épisode hors-série sur Megalopolis de Francis Ford Coppola. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers halloweenesques ou de Stephen King. Et je vous dis salut. Vous êtes encore là ? Là, vous partir, c'est fini, hein ?